Donc, effectivement, je vais vous parler de la santé mentale des jeunes exposés à un cumul de catastrophes en Outaouais. Donc, c'est un projet qui a été mené avec plusieurs personnes étudiantes et aussi d'autres chercheurs que vous pouvez voir, dont Daniel Maltais, qui est une habituée du risque, et mes collègues de l'UPO, Christine Gervais et Christelle Tardy. Donc, moi, je m'appelle Efouliette, je suis professeure titulaire en travail social à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis co-titulaire de la chaire de recherche Visage, qui est une chaire de recherche interroge entre le Cégep de Jonquière et l'UQAC. On s'intéresse à la vie et à la santé des jeunes. Et depuis le mois de décembre, je suis titulaire de la chaire de recherche du Canada Zélite, une chaire de recherche sur les jeunes, les catastrophes et la justice sociale. En plus de mon appartenance au risque, je suis aussi chercheur régulière dans d'autres centres de recherche qui s'intéressent principalement aux jeunes et à la famille, ça vous l'aurez compris. Mon expertise, c'est vraiment au niveau des jeunes, de la famille et des catastrophes. Donc, je vais avoir un plan de présentation qui est assez classique aujourd'hui. Donc, une mise en contexte, précision des aspects méthodologiques. Je vais vous présenter les résultats de l'étude, puis discuter un peu de ces résultats-là avec vous, je l'espère. Donc, pour la mise en contexte, vous n'êtes pas sans savoir que dans notre société actuellement, on est exposé à un risque amplifié de vivre un cumul de catastrophes. Donc, depuis une vingtaine d'années, il y a une accélération de la fréquence et de la sévérité des catastrophes, une augmentation aussi des risques de pandémie. On n'est pas dans des thématiques très réjouissantes, mais c'est quand même des constats qui sont évoqués par plusieurs chercheurs. Donc, dans le monde, mais les catastrophes, elles sont de plus en plus récurrentes. Donc, je vous ai mis quelques statistiques ici. Je pense que vous êtes familier avec ces données-là. Puis chez les jeunes, c'est un phénomène qui les touche également, même si on ne leur donne pas toujours une voix par rapport à ces événements. Donc, qu'est-ce qu'on sait en fait dans la littérature scientifique sur les conséquences des catastrophes chez les jeunes? Ce qui est beaucoup documenté, c'est toutes les conséquences qui concernent la santé, surtout la santé mentale. Donc, on sait que le fait d'être exposé à une catastrophe, mais ça augmente les risques de vivre des manifestations dépressives ou anxieuses, ou encore des symptômes de stress post-traumatique. C'est associé aussi à des pensées suicidaires, des pensées d'automutilation. À des émotions qu'on va qualifier de négatives, des peurs, des craintes. Au niveau de la santé physique, mais ça peut bien sûr amener des blessures, même des décès, mais ça peut aussi complexifier l'accès à des services, à des soins ou à des médicaments. Ça va souvent aussi influencer les habitudes de vie des jeunes. Donc, on parle, par exemple, du sommeil, de la consommation de substances psychoactives, du temps d'écran qui, généralement, va augmenter, de l'alimentation aussi qui peut être plus chaotique. Au niveau scolaire, au niveau familial, puis au niveau social, c'est des dimensions qui ont été moins étudiées, ce qui concerne les habitudes de vie et la santé. Mais il y a quand même des données qui nous permettent de dire qu'à la suite d'une catastrophe, les jeunes vont souvent avoir une réduction au niveau de leur concentration, de leur motivation scolaire, de leur rendement, puis un absentéisme qui va être plus grand aussi. Ça peut s'accompagner lorsque l'école est également impactée par la catastrophe par un enseignement qui va être privilégié en ligne. Donc, ça aussi, ça peut nuire à la concentration puis à la motivation scolaire. Au niveau de la vie familiale, mais ça peut augmenter les conflits, l'anxiété de séparation, surtout chez les plus jeunes, une diminution de l'intimité, surtout lorsque dans la famille, on doit accueillir, héberger les proches qui, eux, vivent des dommages à leur maison. Donc, ça peut diminuer l'intimité parce qu'on a à partager, par exemple, notre chambre comme enfant. Et ça peut aussi amener des charges accrues, surtout chez les adolescents qui vont se voir confier des responsabilités tant domestiques, mais aussi associées à la garde de leurs frères et sœurs plus jeunes. Puis au niveau social, on parle souvent d'isolement, de solitude, de problèmes d'ajustement social, puis de perte de soutien. Évidemment, ce ne sont pas tous les jeunes, heureusement, qui vont vivre ces conséquences-là. Donc, les études longitudinales nous montrent qu'il y a 4 principales trajectoires qui vont être vécues par les jeunes à la suite d'une catastrophe. Donc, la majorité des jeunes vont être résilients ou récupérer, se rétablir là, à court terme. Donc, on va faire partie des 2 premiers profils. Les 2 profils qui nous inquiètent plus, ce sont les 2 derniers, donc les 3 et 4. Donc, les jeunes dont les problèmes vont persister et même parfois s'amplifier dans le temps.
puis des jeunes qui vont présenter un retard de détresse, c'est-à-dire qu'à court terme, à la suite de la catastrophe, mais ils ne semblent pas présenter de problème. Puis c'est souvent là que les services sont offerts, mais à plus long terme, mais ils vont en développer, un peu comme des petites bombes à retardement. Donc, c'est plus inquiétant pour ces jeunes. Les difficultés chez les jeunes, elles peuvent être intenses, elles peuvent persister pendant plusieurs années. Donc, il y a des études qui nous montrent que ça peut persister pendant 8 ans, voire 10 ans. Donc, ça peut être un combat qui dure longtemps, en fait, pour ces jeunes. Il y a des facteurs qui vont faire en sorte que les jeunes vont avoir plus de risques de se retrouver dans une trajectoire de difficulté par rapport à une trajectoire de résilience. Il y a des facteurs personnels, donc le fait d'avoir vécu certaines vulnérabilités antérieures. Donc, à la base, si par exemple on a une santé mentale qui est plus fragile, si on vit de la maltraitance dans le milieu familial, évidemment, on est plus vulnérable. Il y a l'âge également. Donc, souvent, les enfants plus jeunes sont perçus comme étant plus vulnérables parce qu'ils sont davantage dépendants de leurs parents. Au niveau du genre, donc les jeunes filles sont plus vulnérables que les garçons. Puis, les jeunes qui font partie de minorités, que ce soit de genre ou encore des personnes racisées. Au niveau familial et social, la dynamique familiale va jouer pour beaucoup. Donc, ça peut être un facteur de protection, mais ça peut être un facteur de risque aussi. Donc, si la catastrophe elle engendre beaucoup de conflits, de tensions au niveau familial, évidemment, les enfants vont être plus à risque. À l'inverse, mais si les jeunes ont beaucoup de soutien dans leur famille, ça va être un facteur de protection pour eux. La qualité de la communication va être importante aussi. En contexte de catastrophe, on remarque c'est que les parents vont souvent avoir tendance à ne pas vouloir parler des événements pour préserver les jeunes. Donc, on a l'impression que s'ils n'en parlent pas, les jeunes vont être préservés, ils ne sont pas tellement conscients de ce qui se passe, et donc que ça n'aura pas d'impact sur eux, ce qui est rarement le cas, malheureusement. Au niveau des facteurs contextuels, donc, il y a différents éléments qui sont identifiés dans les écrits scientifiques. Le fait, entre autres, de vivre en milieu rural par rapport au fait de vivre en milieu urbain. Donc, ce serait un facteur de risque pour les jeunes parce que l'hypothèse qui est davantage mise de l'avant dans les écrits scientifiques, c'est qu'en milieu rural, il va y avoir moins de ressources disponibles à la suite d'une catastrophe pour ces jeunes-là. La défavorisation sociale et matérielle est un facteur de risque. La disponibilité des ressources qui sont souvent liées aussi au niveau de défavorisation. Puis le niveau d'exposition à la catastrophe. Donc, plus, par exemple, les jeunes vont vivre de dommages matériels, vont avoir peur pour leur vie, peur pour la vie d'un proche, plus les risques de développer des problématiques vont être élevés. Donc, moi, je me suis intéressée plus spécifiquement aux catastrophes qui ont été vécues en Outaouais au cours des dernières années. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les jeunes de cette région-là, ils ont vécu un cumul de catastrophes depuis 2017, donc des inondations en 2017, en 2019 et en 2023, et encore récemment, ça faisait une manchette dans les médias. Donc, c'est des jeunes qui ont vécu, qui sont susceptibles d'avoir vécu des inondations à répétition. Ils ont également vécu la tornade de 2018. Donc, les jeunes de l'école secondaire Mont-Bleu ont dû être relocalisés pendant plusieurs années parce que leur école a été incendiée dans la trajectoire de la tornade. Donc, c'est les jeunes qui ont pu être relocalisés au niveau familial, mais aussi au niveau scolaire. Ça fait des impacts importants. Et ces jeunes-là, même comme toute la population mondiale, ont aussi vécu la pandémie de COVID-19. Nous, on conceptualise dans notre équipe de recherche la catastrophe comme un continuum d'événements stressants. Donc, bien sûr, il y a la catastrophe quand elle arrive. Et là, souvent, c'est là que les ressources sont disponibles aussi, mais elle va engendrer évidemment des conséquences à court terme. Mais il y a beaucoup de stresseurs secondaires aussi qui vont découler de la catastrophe. Quand on parle des jeunes plus particulièrement, si le domicile est endommagé par la catastrophe, c'est possible qu'il y ait une relocalisation. Donc, on parle de déménagement. Donc, on parle souvent d'une perte de soutien social, que ce soit dans le voisinage ou au niveau scolaire, la perte des amis. Donc, ça, c'est des événements qui peuvent être difficilement vécus. Et ça peut faire en sorte que lorsqu'on vit des menaces ou des pertes subséquentes, bien, ça peut être plus difficile, surtout à une période où on est en train de se former au niveau développemental, au niveau identitaire. Et ça amène le fait qu'on peut avoir des difficultés à renouveler nos ressources.
plus de facilité dans certains cas. En fait, il y a deux hypothèses dans les études qui ont été menées à ce jour sur le cumul de catastrophes. Les études qui ont surtout été menées auprès d'adultes et qui nous disent que ça peut avoir deux types d'impacts. La plupart des écrits nous disent que ça a plutôt un effet négatif, en fait. Donc, le fait de vivre plusieurs catastrophes dans une vie, mais ça va augmenter le risque de développer des problèmes de santé mentale parce que peu à peu, les ressources des personnes, tant humaines, matérielles, elles ne sont pas infinies. Mais certaines études viennent nous dire que ça permet aussi le développement de stratégies adaptatives, donc qui fait en sorte que, surtout si on vit une autre catastrophe par la suite, qui est similaire, mais d'ampleur moins grande, bien, on va se sentir en contrôle par rapport à ces événements-là, on va se sentir adapté, puis on va être capable de surmonter plus facilement les événements. Les écrits scientifiques actuels, mais ils ne permettent pas de documenter en fait le vécu des jeunes qui ont été exposés à plusieurs désastres. Il y a une étude qui a été faite sur cette question-là, puis elle a interrogé les parents pour demander aux parents comment ils percevaient la santé mentale de leurs jeunes à la suite d'un cumul de catastrophes. Et ils percevaient une détérioration en fait de leur santé mentale. Mais à partir du propre point de vue des jeunes, ce n'est pas quelque chose qui a été documenté. Donc, c'est ce qui nous a amené, dans le contexte de la pandémie, à s'intéresser au vécu d'adolescents exposés à un cumul de catastrophes. Donc, comment les jeunes qui traversaient la pandémie vivaient ce phénomène-là en fonction du fait qu'ils aient vécu une catastrophe antérieure ou non. Donc, en l'occurrence, étant donné que l'étude avait lieu en Outaouais, on parlait des inondations de 2017 et de 2019 ou encore de la tornade de 2018. C'est plus spécifiquement de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, pour répondre à ce questionnement-là, ces objectifs-là, en fait, on a mené une étude mixte séquentielle. Donc, on a fait passer un questionnaire en ligne auprès d'élèves de deux écoles. Donc, une école qui était située dans le Pontiac, en milieu rural, pour les jeunes qui avaient été victimes d'inondations, puis une école en milieu urbain, donc l'école secondaire Mont-Bleu, qui avait été particulièrement touchée par la tornade de 2018. On a fait des entrevues de groupe aussi avec des membres du personnel scolaire, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Puis 14 entrevues de groupe auprès d'élèves, donc ça a représenté 82 élèves. En fait, les jeunes qui avaient participé au questionnaire, on leur demandait ensuite s'ils souhaitaient participer à un groupe de discussion. Et puis, étant donné qu'on avait dans le questionnaire même mesuré leur niveau d'exposition aux différentes catastrophes, ça nous permettait de faire des groupes homogènes en fonction du fait que les jeunes aient vécu ou non des catastrophes. Donc, pour le volet quantitatif, en fait, le questionnaire a été administré en février 2022. Donc, on a eu un taux de réponse de 65 en milieu urbain et 75 en milieu rural. Il faut savoir que pour les moins de 14 ans, on avait besoin du consentement parental. Donc, on a eu moins de répondants pour cette raison-là, entre autres. Puis, en milieu rural, on a eu une tempête de neige la journée de la collecte de données. Donc, ça a un petit peu aidé à notre critique. Donc, les deux écoles secondaires, je vous en ai parlé. Puis, on a fait des analyses sur l'échantillon complet, mais aussi en fonction de trois groupes liés au niveau d'exposition complète. Je vais vous parler un petit peu plus tard. Les variables de santé mentale, dont on a eu compte parce qu'il y avait d'autres éléments aussi dans le questionnaire, ce sont principalement les manifestations de stress post-traumatique, le niveau d'anxiété, les symptômes dépressifs, la présence de pensées liées à la mutilation, la présence de pensées suicidaires. Donc, qu'est-ce que ça nous a permis de découvrir chez les jeunes participants? D'abord, le portrait de ces jeunes-là était plusieurs, mais plus nombreux à être issus du milieu urbain, étant donné que c'était une école plus grande que celle qu'on a interrogée dans le milieu rural. On avait environ la parité au niveau des garçons et des filles, et les jeunes moyenne 15 ans. Puis on avait des jeunes de tous les niveaux réguliers. On a eu moins de jeunes dans les classes adaptées parce que le questionnaire était quand même long. Donc, ces jeunes-là n'ont pas, pour la plupart, réussi à répondre entièrement au questionnaire. Et on avait des jeunes qui se considéraient comme des personnes racisées ou membres d'une minorité visible, donc 28 qui étaient surtout en milieu urbain, et puis environ 9 qui s'identifiaient comme des personnes autochtones, surtout en milieu rural.
Donc, on a 3 groupes de jeunes qu'on a divisés à l'aide de questions maison qu'on avait utilisées dans d'autres études en fonction du niveau d'exposition. Et ça nous permettait en fait d'identifier ce niveau d'exposition-là. Donc, les jeunes qu'on qualifie d'exposés dans notre étude, ce sont des jeunes qui avaient vécu des dommages matériels à leur domicile ou à leur terrain à la suite des inondations ou de la tornade. Donc, on en avait près de 13%. Ensuite, on avait 61% de jeunes qu'on qualifiait de perturbés, donc de jeunes qui n'avaient pas vécu de dommages matériels, mais qui avaient craint pour leur vie ou celle d'un proche. Et finalement, à peu près le quart de l'échantillon avait seulement vécu la pandémie, donc pas de catastrophe antérieure. Donc ici, même au niveau des résultats, vous voyez que pour la dernière semaine avant la passation du questionnaire, 12% des jeunes présentaient un niveau élevé de manifestation de stress post-traumatique. Je ne le dirai pas à chaque fois, là, mais pour toutes les données de santé mentale, en fait, les jeunes qui avaient été exposés ou perturbés par une catastrophe antérieure, mais avaient un profil vraiment plus sombre sur tous les indicateurs de santé mentale. Au niveau de l'anxiété, c'est 1 élève sur 4 qui présentait une anxiété modérée ou sévère au cours des 14 derniers jours. Au cours des 2 dernières semaines, c'est près d'un jeune sur 3 qui présentait des manifestations dépressives. Au cours des 12 derniers mois, 1 jeune sur 4 avait sérieusement pensé à se blesser. Puis, au cours des 12 derniers mois, 1 jeune sur 3 avait pensé au suicide. Donc, c'était des données quand même qui étaient très préoccupantes. Comme je le mentionnais, qui étaient beaucoup plus préoccupantes pour les jeunes qui avaient vécu une catastrophe antérieure. Donc, ça, c'est le profil général. Mais quand on regardait en fonction du niveau d'exposition, les jeunes qui avaient vécu une catastrophe antérieurement à la pandémie, mais ils se comportaient encore de façon plus préoccupante. Au niveau du volet qualitatif, je me doutais que j'aurais peu de temps, mais je voulais simplement vous dire assez rapidement que ce volet-là a permis de montrer que c'était quand même un profil qui est complexe chez les jeunes. Oui, il y a toute la dimension de la santé mentale qui est très fragilisée. On va plus dans l'optique de la thèse selon laquelle ça amène un épuisement des ressources de vivre un cumul de catastrophes. Mais dans les entrevues qualitatives, on a pu voir aussi que les jeunes avaient développé certains aspects positifs à la suite du cumul de catastrophes, donc des solidarités, des stratégies d'adaptation aussi pour faire face à de futures catastrophes. Donc, en conclusion, on voit qu'il y a des problèmes de santé mentale qui sont importants dans le contexte de la pandémie chez les adolescents et plus particulièrement chez ceux qui ont vécu des catastrophes antérieures. On voit qu'il n'y a pas de différence entre les jeunes exposés et perturbés. Donc, ça va un peu avec l'idée que les stresseurs secondaires aussi à la suite d'une catastrophe. Et même si on n'a pas vécu de dommages matériels, mais on peut vivre de la détresse de façon importante. Et bien sûr, c'est une étude qui est transversale, donc on ne peut pas dire que c'est nécessairement les catastrophes qui ont engendré cette détresse-là, mais quand même, ceux qui ont été exposés ou perturbés, mais il y a vraiment des différences significatives sur tous les indicateurs de santé mentale. Donc, pour l'intervention, ça nous semble important d'agir de manière préventive à la suite d'un cumul de catastrophes auprès des jeunes. On pense que c'est important de mobiliser le milieu familial, mais aussi les établissements scolaires, la communauté. Dans le volet qualitatif, c'est quelque chose qui est ressorti énormément, que le milieu scolaire est un facteur de protection très, très important pour ces jeunes-là, surtout lorsque le milieu familial est moins disponible pour les soutenir. Puis pour la recherche, évidemment, c'est un créneau là, à développer davantage en donnant une voix aux jeunes eux-mêmes et pas toujours à demander à leurs parents ce qu'ils en pensent. Dans nos études, on a notamment fait beaucoup d'approches diadiques où on va demander aux jeunes et aux parents de nous parler des catastrophes vécues. Et généralement, il y a un décalage quand même assez important entre le discours du parent et du jeune. Donc, ce n'est pas toujours les bons interlocuteurs là, pour bien saisir l'ampleur des difficultés qui peuvent être vécues par les jeunes. Peut-être juste avant de prendre les questions, de vous dire que ce que je vais présenter aujourd'hui, ça a fait l'objet d'un article qui a été publié dans la revue québécoise de psychologie il y a quelques mois. Si vous voulez en savoir plus. Nos travaux de recherche ont aussi fait l'objet d'un reportage à découverte au mois de février sur la résilience des jeunes en contexte de catastrophe. Donc, c'est disponible sur YouTube si vous voulez en savoir plus. Vous dire aussi, parce qu'aujourd'hui, je vous ai présenté des données qui sont préoccupantes,
Mais à la suite de ces constats-là, on a fait d'autres choses grâce au risque notamment. Donc, on a été financé pour une étude qui utilisait la méthode du digital storytelling, en fait, auprès des jeunes exposés à des catastrophes pour mobiliser leur pouvoir d'agir à la suite d'événements comme celui-là. Ça a fait l'objet d'un chapitre de livre, cette méthode-là, dans un ouvrage qui vient de paraître sur la participation des enfants en recherche. Et vous dire aussi qu'on a un nouveau projet, le projet FAIR, qui est un projet qui vise à mobiliser l'intervention par la nature et l'aventure auprès de jeunes qui ont été exposés à des catastrophes et qui est financé notamment par le risque en milieu rural pour les jeunes qui ont été exposés à des inondations. Donc, voilà. On a 4 minutes et demie de questions. Commentaires? Oui, Mylène Rivon-Méguel, je suis un petit peu bouleversée par les résultats. C'est fou, les niveaux de détresse chez les jeunes. Dans le contexte de la pandémie, 2 ans après ou 1 an et demi, je ne sais pas exactement quel mois vous avez fait la collecte de données. En 2022. Comment? En 2022. Oui, mais en quel mois? Février. Excuse-moi. Est-ce que, j'imagine, vous avez comparé vos données collectées aux jeunes de l'ELDEC pour l'ensemble du Québec et avant la pandémie et peut-être maintenant, c'est des nouvelles données de sortie. Est-ce que c'était un profil de détresse chez les jeunes qui était teinté par la pandémie ou si la situation se poursuit ou ça a toujours été comme ça? Bien, on a refait le questionnaire chez ce groupe de jeunes-là récemment, puis les pourcentages ont diminué. Okay. Donc, ça, c'est quand même rassurant. Ouais. Mais c'est des données qu'on avait vues aussi à la suite de lac mégantic. On avait fait un projet 3 ans et demi après le déraillement de train. On avait fait une étude, puis on avait des données très, très similaires au niveau des pensées suicidaires, entre autres. Nos données sont quand même importante au niveau des pourcentages. Tu sais, dans la littérature scientifique, il y en a d'autres études qui ont des données qui ressemblent à ça, mais ça varie quand même d'une étude à l'autre. Mais on est pas mal dans le pic là, de... Puis, comparaison avec le reste des jeunes au Québec, est-ce que c'est des... Oui, c'est vraiment plus élevé dans notre étude. Ouais. Okay. Ouais. Mais oui, effectivement, c'était très préoccupant. Puis c'est la raison pour laquelle on a travaillé avec la santé publique puis les établissements scolaires pour voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Puis c'est pour ça comme équipe de recherche, nous, on s'est dit, on va pas juste documenter le problème, on va essayer de faire partie de la solution. Puis c'est ce qui nous a amené l'année passée, j'avais présenté au colloque du risque le projet de digital storytelling qu'on a fait. Donc ça a quand même aidé les jeunes. Ils ont projeté les vidéos aussi en milieu rural. C'est 400 personnes de la communauté qui ont participé à l'exposition vivante, qui sont venues voir les vidéos, parler avec les jeunes. Ça a créé vraiment quelque chose de beau là, dans la communauté. Puis le milieu scolaire, les 2 milieux scolaires, ce sont des milieux très, très, très impliqués qui font beaucoup de choses en fait pour aider les jeunes. Mais disons que l'étude, elle a sonné l'alarme, là, puis ouais, ça les a saisis quand même pas mal. Bonjour, c'est vraiment très intéressant. Comment tu vois, est-ce qu'il y a déjà des retombées, justement, sur de la santé publique, vraiment au travail que tu fais, vos collègues qui le font, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger aussi, notamment pour les jeunes? Oui, j'ai travaillé quand même beaucoup avec la santé publique, surtout en Outaouais, à la suite de ce projet-là. Je sens qu'il y a une volonté de venir en aide aux jeunes. Je pense qu'il y a tout le temps le tabou on voudrait équiper beaucoup les adultes qui entourent les jeunes et pas nécessairement intervenir directement auprès des jeunes. Moi, j'essaie beaucoup de briser ça parce que dans les projets que je mène, souvent dans les groupes de discussion, les jeunes me disent, puis c'est des groupes qu'on fait tout le temps, au moins 3 ans après les événements. Là. Et souvent, ils me disent c'est la première fois que je peux en parler de ça. Parce que dans mon milieu familial, mais j'en parle pas parce que ça va faire de la peine à mes parents. Donc, ils n'ont pas d'occasion d'en parler. Puis c'est pas parce qu'ils n'en parlent pas que ça leur fait rien. Ils sont quand même très bouleversés. Mais je pense qu'il y a beaucoup, c'est ça, de sensibilisation à faire. Moi, j'en ai fait, entre autres, dans les milieux scolaires. On participait à l'étude. On a fait visionner des vidéos au personnel scolaire. On faisait des entrevues en 2 temps. On leur parlait avant
de comment ils percevaient les impacts des catastrophes chez les jeunes. Puis, on leur faisait visionner la vidéo, puis après ça, on leur demandait qu'est-ce qu'ils pensaient des vidéos. Et ça changeait leur perception des choses. Puis, on avait certains membres du personnel scolaire qui nous disaient, dans le premier volet de l'entrevue, ben non, on ne s'en rappelle pas, ils étaient trop jeunes, ils n'ont pas eu d'impact, ça leur a bien fait tout ça. Puis après les vidéos, là, ils se rendaient compte que oh, non, ça a eu quand même des impacts, ils s'en rappellent bien de ces événements-là et tout. Je me rappelle entre autres d'une prof de maths qui disait, ben, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Moi, j'enseigne quelque chose qui est important, là, les mathématiques. Donc, j'ai pas le temps là, de m'intéresser à leur bien-être. Je ne vais pas parler de ça. Puis, elle pleurait dans le deuxième volet d'entrevue. Elle se rendait compte que finalement, ben, si le jeune n'est pas bien, il ne peut pas apprendre les maths. Donc, il y a quand même beaucoup se soucier de leur bien-être dans des contextes comme ça, mais c'est ça, il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Je pense que ça bouge. Ça ne bouge jamais assez vite à mon goût, mais ça bouge quand même. Merci. Ça va aller. Merci beaucoup.